Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, nous allons suivre l'analyse du sociologue burkinabé Christophe Thioye sur le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Cour pénale internationale. Le sociologue et écrivain burkinabé décrypte les enjeux de cette décision. Les détails au début de ce journal. Des carrossiers et garagistes formés sur la réglementation des véhicules routiers. Une session initiée par la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Vous en saurez davantage dans quelques instants. La Confédération des États du Sahel regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger a annoncé son retrait du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale CPI. L'annonce a été faite hier sur la télévision nationale RTB par le ministre en charge de la communication Pekdewende Gilbert Ouedraogo. Christophe Thioye, sociologue, écrivain et directeur du cabinet d'études et de recherche Metanoia Vie à Bobo Dioulasso, revient sur cette décision. Il est joint au téléphone par Ruben Wilson Kodjo. La dénonciation du statut de Rome et la sortie de la Cour pénale internationale par les États de l'AES, pour nous, est salutaire à plus d'un titre. Je crois que les raisons qui ont prévalu à la création de cette Cour et à la mise en place de ces institutions-là, c'est de lutter contre l'impunité des acteurs de crimes les plus graves. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, cette Cour est créée pour soumettre les Africains. Autrement dit, c'est un instrument opératoire de l'occidentalisme afin d'extirper dans différents pôles du monde tous les vecteurs opposés. Nous appelons ici vecteurs opposés. Voilà, tous les dirigeants qui refusent vraiment de suivre moutonnement tout ce qui est décidé de l'autre pôle du monde, mais qui se prêtent et qui écoutent leur population. Et vous pouvez remarquer que depuis que cette Cour a créé, il n'y a que les Africains qui ont fait beaucoup le tour. Et l'exemple récent, c'est celui du président Laurent Gbagbo. Je crois qu'il ne manquait que le courage pour quitter ce que nous pouvons considérer d'une arnaque internationale. Alors, j'ai toujours dit qu'il n'est pas intellectuellement honnête de combattre un système sans le connaître. Voilà, mais vous vous rendez compte que j'ai dit tout, que ce soit la démocratie, que ce soit la Cour pénale internationale, tous ces instruments sont mis en place pour défendre les intérêts des puissances occidentales. Et je crois que Fukuyama avait théorisé sur la fin de l'histoire, mais nous pensons que l'histoire ne fait que commencer. L'histoire de cette Afrique fière et éternelle, basée sur une autonomie politico-économique au profit des populations. Gouverner, c'est prévoir, mais aussi se dépenser à la nouvelle génération en la libérant des jointures et des liens anciennement orchestrés. Ce n'est que salutaire, on ne pourra qu'applaudir ça. C'est l'une parmi tant d'autres des meilleures décisions prises par ces trois États-là. Et je crois que ce n'est pas un non-événement, parce que c'est l'une des rares fois où des États associés disent merde à cette arnaque dans l'optique est de justifier, voire d'instrumentaliser les peuples pauvres du monde. L'occidentalisme n'est rien d'autre que l'universalisation d'une culture. Et cette culture qui n'est rien d'autre que la loi du plus fort au détriment du plus faible. On dira peut-être avec Durendorf que l'histoire ne fait que commencer. En attendant le lancement officiel de la 7e édition de la SAMO 2025, experts industriels et professionnels de la cimenterie sont en réflexion depuis ce matin. L'accent est mis sur les enjeux et les défis de la cimenterie. C'est à l'occasion de l'atelier pré-SAMO qui a débuté aujourd'hui. Plus de précisions avec Fatih Sankara. Réduction de l'importation des matières premières dans l'industrie de la cimenterie, production de ciment respectueuse de l'environnement et valorisation des matériaux locaux de construction. Ce sont là les défis de la filière cimentière au Burkina. Cet atelier pré-SAMAO sert de cadre de partage d'expériences et de propositions pour l'essor de l'industrie de la cimenterie. L'activité des carrières est une activité en fait qui intègre de nombreux intervenants. Dans ces intervenants, il y a les cimenteries. Nous, les cimenteries, donc les substances de carrière sont des éléments très importants qui rentrent dans le cadre de la fabrication donc, du ciment. Donc c'est pour nous un honneur déjà de nous retrouver ici et c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir participer au développement dans les recherches qui sont relatives à améliorer les conditions environnementales et surtout l'industrie dans le cadre environnemental. Ça va déjà éliminer un bon nombre d'importations. Ça, c'est déjà une chose. Ça va revaloriser la matière elle-même locale, ça va créer de l'emploi et naturellement,
au regard en fait de ce qui est recherché dans ce séminaire, ça va pouvoir certainement permettre d'aller vers de la recherche et du développement qui va, je dirais, inciter tout ce qui est relatif à mieux protéger l'environnement dans la manière dont nous produisons le ciment. Les conclusions de cet atelier Pré-Samao sont les plus attendues au ministère en charge des mines et des carrières. Des conclusions et recommandations qui seront exploitées pour une industrialisation plus performante et efficace de la cimenterie, rassure le ministre Yacouba Gouba Zabré. Les défis du secteur se posent avec une certaine acuité. Nous devons réfléchir pour faire en sorte que nos substances de carrière soient davantage valorisées et que nos potentialités au niveau du sous-sol puissent être exploitées à bon escient afin de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Nous fondons surtout beaucoup d'espoir que cet atelier puisse parvenir à des recommandations, à des conclusions assez pertinentes, à même de réorienter nos visions, nos politiques publiques et faire en sorte que nous puissions davantage avec ce secteur et acquérir notre souveraineté, notre indépendance en termes d'exploitation de nos ressources. Cet atelier Pré-Samao qui réunit des professionnels, des ingénieurs, des experts, des investisseurs et des partenaires prend fin ce mercredi. Je le disais également en titre, plus de 50 carrossiers et garagistes ont pris part à une formation sur la réglementation des réceptions techniques des véhicules routiers. Les échanges ont porté notamment sur la codification, l'impression et la frappe à froid des numéros de châssis ainsi que sur les conditions d'agrément pour la transformation et la construction de carrosseries. L'initiative est portée par la Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM. Et la session s'est déroulée à l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC à Ouagadougou. Pakistan, Maria Moudraogo, reportage. Sur instruction du gouvernement, les carrossiers et garagistes étaient face aux agents de la Direction générale des transports terrestres et maritimes pour s'imprégner des textes qui encadrent leurs activités, c'est-à-dire la transformation des véhicules, l'augmentation des capacités pour pouvoir faire des surcharges. Il y a des normes à respecter. Vous savez, les clients, eux, ils veulent toujours transporter le maximum de marchandises. Alors, quand il vient et dit, moi j'ai mon argent, il faut faire 2 fois le volume que j'ai en ce moment, c'est pour éviter de transporter 2 fois ou 3 fois. Il appartient maintenant aux carrossiers de leur donner la bonne information. C'est vrai, nous voulons de l'argent, mais il y a des normes à respecter. Et c'est pour ça que nous voulons les outiller, les donner ces informations. Même changer la couleur de son camion ou de sa voiture, ça ne se fait pas au hasard. J'ai du rouge, je me lève, je dis je veux du vert, ça obéit à des normes. Parce que quand vous changez de couleur, vous devez changer tout de suite de carte grise. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas. Si on leur donne cette information, ils veulent de l'argent, mais ils vont informer le client qu'il y a des règles à suivre. Une formation qui vient à point nommé parce que les carrossiers et garagistes aussi disent vouloir être situés sur les vraies dimensions des véhicules routiers. C'est sûr que ça, nous avons déjà, même jusqu'à présent, il y a eu d'abord une première entretien entre les autorités et nous, mais par rapport aux dimensions qu'ils ont données, il y a eu une confusion totale. Mais nous disons que pour aujourd'hui, comme sûrement aujourd'hui, ce jour est retenu pour la formation, nous allons sortir avec quand même des bagages assez importants pour pouvoir faire un rendu plus appréciable. Sinon que de Ouagadougou, on apprécie bien. Hors de Ouagadougou, on trouve que 2 ou 5 cm de plus, et ainsi de suite. Bon, c'est quand même un peu fatigant. Ça au moins, il faudra qu'on l'avoue. Il n'y a pas une formalité la compréhension n'est pas vraiment ça, quoi. Ce sont 50 carrossiers et garagistes qui étaient invités pour cette formation d'une journée. Mais au regard de l'importance de la formation, c'est plus de 100 carrossiers et garagistes qui étaient présents à l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC pour la formation.
Tourisme et intégration des peuples du Sahel est le thème du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Cito 2025. Cet événement est organisé par le ministère en charge du tourisme à travers l'agence Faso Tourisme. Le comité d'organisation a animé hier matin une conférence de presse à Ouagadougou pour présenter les innovations de ce salon qui va se tenir du 25 au 28 septembre prochain au parc d'exposition du Siao. Le point avec Samuel Moko. Tourisme et intégration des peuples du Sahel est le thème retenu par le ministère en charge du tourisme à travers l'agence Faso Tourisme pour l'acte 15 du CITO, Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Le salon va se tenir du 25 au 28 septembre prochain au parc d'exposition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, avec pour pays invité d'honneur le Ghana. Nous avons l'honneur d'accueillir le Ghana comme pays invité d'honneur et ce choix, ce choix, donc traduit la qualité de la coopération bilatérale et la profondeur des échanges culturels et économiques qui unissent le peuple. Aussi, le Niger et le Mali sont présents en qualité de pays invités spéciaux. Pour plus d'attractivité, plusieurs innovations sont introduites au CITO 2025. Nous notons des visites virtuelles, des sites touristiques pour une immersion dans nos richesses naturelles et culturelles, un hackathon tourisme destiné à stimuler le développement des solutions types dans le domaine du tourisme, des concours de pitch de projets touristiques afin de mettre en lumière la créativité et d'encourager les initiatives locales, ainsi que qui contribue à renforcer la visibilité du salon tant au niveau national qu'international, un village CITO qui sera le lieu de convergence dédié à la gastronomie nationale et sahélienne. Les expositions et rencontres professionnelles, les conférences et panels thématiques animés par des experts de haut niveau. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus par les organisateurs au CITO 2025. En rappel, la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou CITO se tient du 25 au 28 septembre prochain à Ouagadougou. De son côté, la société coopérative Sougri-Noma des commerçants du bétail du Burkina Faso a mis en terre 300 plants samedi dernier au sein du marché de bétail de la Noaillerie dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. La journée a été couronnée par une sensibilisation sur les méfaits de la cigarette. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. En plantant ces 300 arbres dans le marché, les commerçants de bétail ont voulu montrer que les animaux et les arbres peuvent cohabiter. Il suffit à l'homme de savoir tout manager. On a eu à planter plus de 300 arbres. Il y avait des manguiers, il y avait du baobab, il y avait des milliers, il y avait presque toutes sortes de plantes. Les gens ont tendance à dire que c'est les animaux qui détruisent les arbres. Par contre, c'est l'homme qui détruit les arbres. C'est que l'animal même est guidé par l'homme. Maintenant, c'est à l'homme de guider l'animal et de guider l'arbre. C'est pourquoi nous avons voulu faire le contraire, pour vraiment leur montrer que sans l'homme, l'arbre ne peut pas vivre. Et sans l'animal, l'homme ne peut pas vivre. C'est des trucs qui se complètent. L'interdiction de fumer dans les lieux publics, clos ou ouverts, entre en vigueur à partir du 16 octobre prochain. Une sensibilisation a été faite ce jour pour interpeller les commerçants de bétail. La jeunesse d'aujourd'hui a tendance à se donner à l'alcool, que ça donne la motivation. Par contre, c'est faux. C'est ça qui entraîne toute la délinquance. Voilà pourquoi on a eu à sensibiliser l'abus de l'alcool, les cigarettes, tout ce qui est nocif là. Vraiment, on est contre ça. Et à partir du 7 octobre, au sein du marché de la Noaillerie, la cigarette, rien que la cigarette est interdite. La vente de la cigarette est strictement interdite. Ne parlons pas des alcools prélatés. Les commerçants de bétail ont exhorté le gouvernement à œuvrer pour que la libre circulation soit une réalité dans l'espace AES, ce qui va contribuer à la prospérité de leur commerce. Nous demandons aux autorités de nous aider à faciliter et à favoriser la circulation des animaux entre les trois pays, c'est-à-dire l'espace AES. Voilà, quand on parle de l'export ou de l'import, ça dit beaucoup de choses. C'est pourquoi nous insistons et nous demandons et même commandons M. le capitaine Ibrahim Traoré de changer à nous aider à ce niveau. Ça va beaucoup vraiment nous aider. Étaient aussi présents à cette cérémonie les agents des eaux et forêts, la police municipale,
et la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Ils ont tous invité les commerçants à bien entretenir les plants. On a fait une sensibilisation à ce que tous ceux qui sont au niveau du marché puissent très bien regarder, bien entretenir les arbres. Parce que les arbres, c'est quelque chose qui nous soutient lors de ces prises. Par exemple, s'il y a trop de soleil, on peut s'asseoir en bas des arbres. Il y a des fruits que nous utilisons qui peuvent nous servir. Bientôt, un abattoir ouvrira ses portes au sein même du marché de bétail de l'Ano Yiri. Les clés ont déjà été remises aux commerçants. Place au sport à présent, la première édition du Maracana Lagem Taba Naba Kaongo de Nakomstenga dans la commune de Saba a connu son épilogue ce dimanche sur le terrain de la cité 2 de Abdoul Service. L'équipe Santos FC est venue à bout de l'équipe Relwende FC au tir au but 3-2. L'édition a été placée sous le signe sport, facteur de paix et de cohésion sociale. Les détails avec Daouda Yameo. Débuté le 14 septembre dernier avec 16 équipes, le tournoi Maracana Lagamtaba Naba Kango de Nakomstenga a connu son apothéose ce dimanche. C'est l'équipe Santos FC qui est venue à bout de Relwende FC au tir au but par le score de 3-2. Nous sommes satisfaits de notre travail parce que ça a été le résultat d'un travail acharné. Au début, nous n'avons pas su d'atteindre la finale, mais Dieu a fait grâce. On était champions ce soir. Au-delà du spectacle sportif, cette compétition a été une tribune pour promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les filles et fils de Nakomstenga, selon le président du comité d'organisation, Alain Démé. Parce que nous avons cherché les activités que nous pouvons mener qui pourraient vraiment amener les jeunes à s'unir. Et nous avons vu qu'à travers le football, ça va vraiment contribuer à ramener la jeunesse ensemble. Comme le thème le dit, voilà, sport, facteur de cohésion sociale, de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Alors, pour une première audition, nous disons que nous sommes vraiment satisfaits. Le directeur régional des sports et loisirs du Kadiogo, Germain Sawadogo, a salué l'engouement de la jeunesse de Saba autour de la compétition. Il a également apprécié la qualité du jeu, soulignant que la rencontre livrée par les deux équipes a été particulièrement plaisante. Le jeu qui s'est produit ce soir, c'est un jeu fait de technique, de tactique, ce qui a prévalu le résultat que nous avons connu parce que les deux équipes n'ont pas pu se départager avant la fin du temps réglementaire qui a été imparti à ce jeu, ce qui a permis d'aboutir au tir au but et les tirs au but ont désigné le vainqueur. Le niveau globalement est bon. La société immobilière Abdoul Service, parrain de l'événement, a accompagné la compétition en offrant une enveloppe de 900 000 francs CFA destinée à rehausser la valeur des récompenses. Ce n'est pas notre première fois de faire ce genre de parrainage ou bien de contribution. Donc on a fait ça à travers tout le pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément venir demander, non. On le fait aussi pour la cohésion sociale aussi. Et puis le management de la jeunesse. Santos FC, équipe victorieuse, a reçu 100 000 francs CFA plus 300 000 francs CFA du parrain, le trophée, un ballon, un jeu de maillot et des médailles d'or. L'équipe Relwende, classée deuxième, se console avec la somme de 75 000 francs CFA plus 200 000 francs du parrain, un jeu de maillot, un ballon et des médailles en argent. Une course cycliste féminine et une compétition de pétanque ont eu lieu à marge de la finale du tournoi Maracana Lagamtaba Naba Congo de Nakomstenga. Sport toujours, la 11e édition du tournoi Maracana de l'association Jeunesse en Mouvement a pris fin samedi dernier au secteur 3 de Koupela dans le Kouritenga. La finale a vu le sacre de Junior FC. Revivons ensemble cette finale avec Ruben Wilson Kodjo. Zéro but partout au temps réglementaire, c'est par un tir au but réussi contre 0 que Junior FC remporte la 11e édition du tournoi de Maracana AGM face au Korit FC. Une finale qui a attiré du beau monde sur ce terrain du secteur 3 de Koupela, d'où une satisfaction totale pour les promoteurs. Vraiment, c'est pour retirer, c'est la joie d'avoir réussi une 11e fois la finale de ce Maracana de la GEM. C'est profiter d'une Machem et d'une Mafagem, de le Maracana pour pouvoir
Le président directeur général de l'équipementier sportif Crasport, fils de la localité, a apporté son soutien pour la réussite de l'événement. Ce qui m'a motivé, c'était de les accompagner et de leur dire que non, il ne faut pas arrêter. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et je pense que vraiment c'était une très grande réussite. Et je pense que ça va leur donner une leçon de continuer toujours à ce qu'ils ont entrepris il y a de cela 11 ans. Et vous avez vu l'engouement, vous avez vu le public, vous avez vu les autorités, vous avez vu le premier, Sa Majesté s'est déplacé avec tous ces notables. Mais je me dis que félicitations à l'AGM et que Dieu bénisse l'AGM. C'était une finale qui s'est disputée de bout en bout jusqu'à, disons, au tir au but. Et je pense que là, c'est la chance qui a souri à l'équipe, je pense, Junior FC, qui est plusieurs fois détenteur de ce trophée. Félicitations à eux et félicitations à tous les acteurs sportifs là qui ont pris part à cette édition. En remportant ce trophée de la 11e édition de la Coupe AGM, Junior FC, qui livre sa 8e finale de cette compétition, remporte ainsi sa 4e coupe de son histoire. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Au revoir.